Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash avec 4 invités. Vous allez voir qu'il n'y en a que 3 qui sont arrivés. Je commence Charles de Bourbon-Parme, Jacques Georges et Olivier Piacentini. Et Philippe Chevrier nous rejoindra dans les minutes qui viennent, sans doute après le deuxième sujet. Et puis toujours Ignace qui fait des caricatures et des dessins d'actualité. Et c'est saignant, on le verra à la fin. 3 sujets. Le premier sujet, c'est les grèves. Les conséquences sur la France et plus largement sans doute les revendications salariales liées à l'inflation, entre autres choses. Deuxième sujet, c'est la censure et une alliance éventuelle entre la NUPES et le RN. On verra les conséquences que ça pourrait avoir sur la survie du gouvernement. Et troisième sujet, on est à 2 ans de l'assassinat de Samuel Paty, et on va parler de ce qui se passe entre laïcité et république et de la difficulté à maintenir cette laïcité. Voilà, on se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite. Alors, le premier sujet, c'est la grève déclenchée il y a 3 semaines par la CGT dans les raffineries de Total. On a vu la pagaille déclenchée en France, on a vu les longues files. Tout le monde a vécu ça, hein. Je crois qu'on est unanime pour dire que c'est compliqué. Moi, je voulais avoir le point de vue des intervenants sur comment on peut régler ce souci. Et puis plus largement, est-ce qu'il faut répondre aux demandes des grévistes sur des hausses de salaire? Et le premier qui intervient, c'est Jacques Georges. Jacques. Bien. C'est pas mon habitude, mais je vais commencer par Bruno Le Maire. Là. Pour une fois, je pense qu'il me surprend positivement, mais je dois dire que ce qu'il a dit là-dessus, sur ce sujet, ça m'a assez plu. En gros, si je résume, est-ce que les marins du Titanic faisait grève quand on s'est aperçu qu'il y avait un petit problème à l'avant? On est un petit peu dans cette situation aujourd'hui. On n'a pas les moyens d'une grève et d'emmerder le peuple français pour des raisons tout à fait secondaires et qui ne sont pas du tout, à l'échelle du problème qui est devant nous, des problèmes qui sont devant nous. Vous pensez que c'est presque de l'ordre de la trahison que de faire grève alors qu'il y a des difficultés? Absolument. Je pense que quand ça va mal, il faut faire bloc. Et je pense que ce n'est pas le moment de faire une grève qui ne fait que, en plus, qui prend le public des pauvres, en particulier en otage. Je pense qu'à tous égards, sur le plan moral, sur le plan politique, sur le plan économique, c'est une très mauvaise action, pour le moins. Olivier Piacentini. Alors, moi, je ne suis pas tellement d'accord avec mon cher ami Jacques, mais on est souvent d'accord avec Jacques, mais là, je vais quand même exprimer un désaccord. Pas tellement sur le fond, parce que moi aussi, je trouve que cette grève, il y a des abus, c'est très clair. On ne va pas parler de l'aspect abusif de la grève, mais je vais parler d'un point de vue de réalisme. Le gouvernement savait ou aurait dû savoir, il y a bien longtemps, que cette hausse énorme des profits pétroliers, accompagnée de la hausse énorme des rémunérations des dirigeants de Total, comme une augmentation de salaire de 50% de M. Pouyanné, ne pourrait faire que choquer l'opinion. Le gouvernement Macron est suspecté en permanence et appelé le gouvernement des riches, des super riches, des multinationales. Bien. Il constate qu'il y a une entreprise qui profite de façon éhontée de la guerre et ne contribue en rien aux difficultés du peuple. Vous mettez de côté les 30 centimes de rabais accordés par Total dans toutes les pompes de Total en France? Ça vous semble un effet... Il a fallu un peu leur forcer la main quand même, hein, sinon ils auraient eu du mal. Mais pour reprendre le cas des salariés, il y avait eu une première proposition d'augmentation de 1%. Bon, compte tenu de l'inflation et compte tenu quand même de la hausse des profits, c'était vraiment scandaleux. Bien. Ensuite, ils ont proposé 3,5%. Et c'est là que ça provoque la grève, ça provoque une coalition des syndicats. Maintenant, ils sont arrivés à un accord à 7%. Bien, qui là paraît qui est à peu près l'équivalent de l'inflation en France. Mais entre-temps, la CGT a eu le temps de se mettre en branle, et tout le monde sait bien que quand la CGT se met en branle, eh bien, on ne sait jamais quand est-ce que ça va finir. Mais le gouvernement ne pouvait pas anticiper tout ça. Mais pardon, parce que gouverner, c'est prévoir. Oui, ok Olivier, mais alors...
Beaucoup reprochent à Macron de faire du micromanagement, de mettre son nez dans tout. Est-ce que c'est au gouvernement, au Premier ministre, au président de mettre le nez dans les salaires de Total? Excusez-moi, il met le nez dans tout, sauf quand ça concerne les grandes multinationales et les grandes banques. Là, il ne met pas le nez. Vous voyez? Et pendant un certain temps, tout le monde savait que le problème Total allait susciter des rancœurs dans l'opinion. Rien n'a été fait. S'il avait convoqué par anticipation une table ronde avec les salariés de Total, il ne s'agit pas de forcer la main à Total, si vous voulez, c'est une entreprise privée, mais au moins de convoquer une table ronde avec les syndicats, les salariés de Total, les consommateurs, les associations de consommateurs, et trouver vraiment quelque chose. Là, le gouvernement aurait eu un effet d'entraînement positif. On aurait vu qu'il essayait de travailler pour le bien de tous, pas forcément pour saigner Total. Moi j'ai rien contre Total, si vous voulez. Mais au moins pour montrer qu'on essaie de faire quelque chose pour la France et les Français. Il n'a rien fait. Moi, je vais dans votre sens. Je pense que le président n'a pas à se mêler des affaires des différentes entreprises. S'il y a des grèves, ça sort de son contexte, c'est pas à lui de faire ça. Ceci, il y a 2-3 choses qui me dérangent. C'est qu'en France, tout le monde est pour le droit de grève. C'est quelque chose de la plus précieuse en France. Mais j'aimerais aussi qu'on mette un petit peu plus en avant le droit de travailler. Les droits des gens de pouvoir aller travailler. Ça, personne n'en parle. Le droit de circuler, c'est aussi un droit. Et ça, aujourd'hui, alors on nous en parle un peu plus à cause de Total, mais ce sont des droits qu'on devrait mettre un petit peu plus en avant par rapport au droit de grève qui, lui, a tous les droits d'empêcher les gens d'aller travailler, de circuler, de faire tout ça. Et maintenant, Charles, ce droit, il a à la fois ce droit de grève, il a été exercé pendant au moins 2 semaines par les ouvriers de Total. La réquisition va plutôt dans rétablir le droit de circuler? Alors maintenant, avec un peu d'humour, si je me mettais à la place des grévistes, je n'aurais pas fermé les dépôts. Au contraire, j'aurais ouvert les dépôts, j'aurais investi les stations et j'aurais distribué l'essence gratuitement aux Français. Là, je vous assure que Total aurait trouvé une solution extrêmement rapide pour faire face à cette situation. C'est surprenant, mais surprenant. C'est pas un point de vue de libéral économique. Moi, je suis un libéral sur le plan économique. Je pense que c'est une solution humoristique. J'ai commencé par dire avec un peu d'humour. Et si je me mettais à la place des grévistes, alors l'humour je l'ai, mais je travaille pas chez Total. C'est la solution. Mais alors, c'est quand même la solution de ceux qui ouvrent les péages sur les autoroutes. Exactement. Ça existe. Mais pour rebondir sur ce que vient de dire Charles-Emmanuel, je tiens à faire une précision. C'est-à-dire que moi aussi, je suis pour le droit de travailler. Vous voyez, moi-même, je suis indépendant, j'ai mon cabinet, je loue beaucoup de rendez-vous parce que les clients ne peuvent pas venir. Je vois les clients qui sont embêtés, les sociétés de livraison qui peuvent pas travailler. Pour moi aussi, c'est essentiel. Mais je raisonne en pragmatique. C'est-à-dire que comme on sait qu'en France, la moindre occasion est sujette à un conflit social, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n'a pas vu venir ça. Et pourquoi il n'a pas essayé de trouver des solutions. Je ne parle pas dans un sens d'interventionnisme. C'est pas au gouvernement de trouver des solutions, c'est aux syndicats de trouver des solutions. Vous allez en Allemagne, il y a des grèves, ce sont les syndicats qui vont trouver des solutions. Mais vous savez très bien qu'on n'est pas en Allemagne. Vous allez au Danemark, ce sont les syndicats qui vont trouver des solutions. C'est pas le gouvernement. Mais oui, mais on n'est pas en Allemagne. Les syndicats en France sont faits pour envenimer les choses. Il n'est pas fait. Les syndicats en France sont rarement là pour trouver les solutions, ils sont là pour envenimer les choses. Mais ça, on le sait. Ça, on le sait. Oui, et je suis d'accord avec vous. Donc c'est votre pragmatisme qui vous fait dire la situation en France est telle qu'il faut agir autrement. Si je raisonne comme ça, c'est pas d'un point de vue idéologique, parce que, question de libéralisme, moi aussi, je suis comme Jacques. Oui. Mais le problème, c'est que le pragmatisme commande qu'on trouve des solutions avec ce qu'on a. Oui, on fait avec ce qu'on a. On n'a pas IG Metall en face de nous, on a la CGT. Et la CGT, c'est des gens qui ont, je dirais, une stratégie de nuisance la plus aiguë possible. Donc si le gouvernement ne savait pas ça et ne voyait pas venir ça... Comme n'importe quel business était en perte de vitesse ces dernières années, et ils ont trouvé là quelque chose pour se remettre au milieu du débat et reprendre la main. Parce qu'en fait, il semblerait qu'il y ait très peu de grévistes qui arrive à provoquer autant de désordre. C'est pas aussi un problème? C'est un cynisme qui est bien connu. La CGT s'en fait une spécialité depuis des dizaines d'années. La CGT, on connaît le bilan de la CGT sur les ports français qui ont été désertés depuis des dizaines d'années, etc. La CGT a toujours joué perso, cynique et contre la France. Ça, on le sait. Et ça continue.
Simplement, ce qui est surprenant, je veux bien qu'on soit pragmatique, qu'on ait du bon cœur, mais quand même, il y a un certain nombre d'habitudes qui sont absolument inadmissibles. Et un jour ou l'autre, il va falloir quand même parler, non seulement parler, mais décider de façon très forte. Voilà. Mais décider quoi? Alors, allez-y sur les propositions. D'intervenir, par exemple, sous la forme d'une réquisition vraie. C'est-à-dire vraiment d'intervenir d'une manière autoritaire, de façon à cesser la pagaille, le rançonnage, la mise en rançon du public français, et surtout des pauvres. Donc ce que vous pensez, je vais peut-être vous faire avancer dans la pensée. Olivier Piacentini dit que c'est un manque de réactivité ou d'anticipation du gouvernement. Vous vous dites que pour la réquisition, elle intervient trop tard et trop mollement? Absolument. Absolument. Mais là, je rejoins Jacques. Une fois que le mal est fait, eh bien, forcément, les mesures à prendre sont de plus en plus radicales. Donc je rejoins Jacques. Mais je pense qu'un gouvernement vraiment intelligent et professionnel aurait réglé le problème différemment. Et je pense que certains gouvernements anciens, par exemple sous Chirac, hein, j'appréciais pas Chirac non plus, mais il avait quand même un sens du contact, du dialogue. Je pense qu'on aurait réglé le problème bien avant, il aurait vu venir les choses à ce niveau-là, vous voyez. Alors qu'avec Macron... Vous ne savez pas chiracien. Plutôt prévenir que guérir, on est bien d'accord. Bah oui. Ça, c'est vrai. C'est vrai, mais ça relève de l'habileté politique, du jour le jour, de la tactique et de tout ce qu'on veut. C'est de ça dont je parle. Les problèmes de fond, ils sont là. Ça, Or, clair. Malheureusement, quand on voit l'avenir, quand je vois la situation de la France, je sais pas, il faut demander aux spectateurs s'ils sont au courant du déficit commercial, du déficit budgétaire, du problème récurrent et profond de l'énergie et des matières premières, et de tout ce qui nous arrive derrière. Franchement, toutes ces histoires de 10% de salaire, c'est rien, c'est dérisoire, c'est rien du tout. C'est comme les gilets jaunes. C'est toujours parti à partir de problèmes tout à fait secondaires, tout à fait de rien du tout. Mais derrière, il y a des problèmes colossaux qu'il ne faut pas ignorer, c'est tout. Et... Je vais partager avec vous une théorie que j'ai. Hein, c'est que l'essence est l'équivalent du pain au XVIIIe siècle. Des révoltes ou des révolutions sont parties du fait que les gens n'arrivaient plus à se nourrir. Les famines, bien. Je pense que l'essence, c'est la même chose. C'est-à-dire que le pain, on l'a. Et quelle que soit notre situation économique, personne ne meurt de faim en Occident. En revanche, l'essence est devenue indispensable à beaucoup de choses. Vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Mais malheureusement, il faut écouter Jean Covici ou tous ceux qui disent la même chose, qui sont nombreux et qui sont compétents. Malheureusement, le pétrole, c'est peut-être le pain, mais on en aura de moins en moins et de plus en plus cher. Et beaucoup plus cher. Ce ne sera pas une question de quelques centimes. La tendance à long terme, elle est très profonde et très grave, et elle va remettre en cause la civilisation industrielle. C'est à ça que je pense toujours, moi. Je pense au long terme. Le court terme, à la limite, on s'en accommodera toujours. Mais le long terme, c'est autre chose. Et il faut y penser aujourd'hui. Moi là, je suis d'accord avec cette analyse. D'ailleurs, je le disais il y a déjà un certain temps, que la prochaine grande menace, ça sera quand les gens ne pourront plus circuler. Parce qu'aujourd'hui, les familles sont éclatées, tout le monde a envie d'aller voir tout le monde a envie de circuler. Quand on ne peut plus circuler, ça crée les soucis qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Par contre, c'est que des nappes de pétrole, on les trouve toujours plus profondes, plus grandes, etc. Il y en a partout. De ce côté-là, le pétrole, on en a. Mais aujourd'hui, c'est bien de dire que le pétrole, il ne faut plus l'utiliser. Il faut utiliser autre chose. Donc, ça crée un problème de pénurie parce que les autres énergies, évidemment, sont plus chères, plus difficiles à trouver, et on n'est pas encore au point avec tout ça. J'aimerais que vous ayez raison, hein. J'aimerais que vous ayez raison, mais malheureusement, c'est pas... Oui, absolument. J'aimerais que vous ayez raison, mais malheureusement, c'est pas du tout le cas, à mon avis. Vous savez qu'il paraît que les pays pétroliers ont des réserves absolument colossales, et que là, en fait, ils font de la retenue pour gagner plus d'argent. Il y a des phénomènes spéculatifs, de stockage. C'est surtout qu'on en trouve sur avec la fonte du permafrost. Et la guerre en Ukraine a bon dos sur beaucoup de sujets, et en fait les spéculateurs profitent de cet écran de fumée pour en réalité stocker, faire monter les prix. Mais c'est l'écume. La vérité profonde et de long terme, c'est que l'énergie fossile et les matières premières qui font 80% des besoins d'énergie aujourd'hui sont de plus en plus rares et de plus en plus chers, structurellement, et en plus elles polluent, etc. Il y a un arrière-fond qui est dramatique. On ne peut pas mettre tout dans le même sac, les énergies fossiles, machin, parce que alors, le pétrole,
on en trouve des quantités absolument considérables. Et tous les 10 ans, on dit qu'il n'y en a plus, et tous les 10 ans, on s'aperçoit qu'on a trouvé encore des nappes absolument fantastiques. Je préfère avancer le débat, parce que, basé sur ma théorie, hein, et j'ai bien conscience de n'être pas très original en disant que le pétrole, c'est le pain du XVIIIe siècle, on voit quand même que les mouvements sociaux, la manifestation de Jean-Luc Mélenchon dimanche, qui est finalement un assez grand échec, hein. 30 000 personnes d'après le comptage d'une société indépendante, c'est quand même pas un grand succès. Et puis la grève générale de mardi, qui elle aussi aurait rassemblé une centaine de milliers de personnes dans toute la France, c'est un échec. Et je lis ça au fait que les problèmes d'approvisionnement ont rendu ces mouvements sociaux très impopulaire en France, et donc on fait que les gens n'y adhèrent pas. Mais bien sûr, mais pas plus tard qu'hier, j'étais au café, et puis j'entendais 2 personnes discuter, dont une dame qui apparemment est au SMIC, et elle me dit, mais là je peux même plus aller travailler, comment je vais faire? Eux, ils sont tous à 3-4 000 euros par mois. C'est en ça que je rejoins quand même ce que vous dites, mais quand je parlais tout à l'heure, c'était, si vous voulez, d'une anticipation d'une situation. Vous comprenez? C'est pas pour donner du crédit à ce qu'ont fait les salariés à ce niveau. Et les gens, effectivement, qui sont perturbés dans leur vie quotidienne, qui déjà ont d'énormes difficultés, puis on leur en rajoute une couche, et c'est d'autres salariés qui leur font ça, ne peuvent pas être satisfaits. Mais au-delà du problème, encore une fois, de ce qu'ont déclenché les syndicats, moi je pense que le gouvernement n'est pas au point, que ce gouvernement est marqué du fer rouge d'un gouvernement de soutien aux super riches et à tout ce que vous voulez, en tout cas aux multinationales et aux banques, et qu'il ne fait jamais rien pour essayer de renverser cette image qu'il a et essayer de trouver quand même... Olivier Piacentini, est-ce que j'entends derrière ça que pour vous, les taxes sur les super profits, ce serait une nécessité soit économique, soit même une nécessité politique? Sur les super profits, là je parle en particulier, moi je ne suis pas pour les taxes, je suis anti-taxes. Mais là, nous avons quand même un gros problème. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'aubaine qui est lié à une guerre et qui profite aux pétroliers. Donc moi, je ne parle pas de taxer tout le monde, mais ces compagnies pétrolières qui s'enrichissent d'une façon éhontée parce qu'il y a cette guerre et parce qu'il y a, je dirais, en plus une spéculation qui est organisée, on ne sait même pas si c'est pas eux qui l'organisent, il me semble qu'à un moment donné, il faut quand même leur demander de contribuer. Ça ne veut pas dire qu'on veut les couler, mais enfin leur demander de contribuer à la situation, même si on sait que leur contribution ne va pas régler le problème. Je pense que déjà d'un point de vue de l'image du gouvernement et du point de vue, je dirais, de son implication dans les problèmes des gens, ça aurait un effet, et ça aurait peut-être évité les problèmes et ça aurait rendu cette grève encore plus impopulaire dès le début. Et puis, il me semble que c'est quand même d'un certain ordre des choses. Georges et Charles de Bourbon. Olivier, je souscris à beaucoup de ce qui vient d'être dit, presque tout, sauf un adjectif, c'est profit éhonté. Ils ne sont pas du tout éhontés. C'est simplement une voilà, c'est un effet d'aubaine, exactement. C'est ça. Alors, je suis pas du tout éhonté. Et je pense que ces gens, en fait, on est en train de parler d'une taxation des profits des entreprises, non pas au profit du petit peuple, non, au profit de l'État, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, je pense que... qui redistribue à travers le blocage d'un certain nombre de prix. Si on avait le temps, je vous donnerais quelques chiffres là, sur le budget de l'État 2022. Vous verriez que l'État, il a besoin d'argent, pas pour distribuer au peuple, simplement pour continuer à s'auto-nourrir. Voilà, c'est tout. Alors, Charles éhonté, je pourrais le dire, peut-être pas pour Total, parce que je ne connais pas la situation, mais il y a des effets spéculatifs qui sont organisés par les compagnies pétrolières. Et donc là, c'est vraiment éhonté. Charles de Bourbon-Parme, qui aura d'ailleurs le mot de la fin. Merci. On peut attribuer tous ces arguments-là également au gouvernement français, qui, parce qu'il prend un pourcentage sur le prix de vente du pétrole, plus le prix du pétrole augmente, plus il engrange de l'argent. Donc ça va dans son sens, il est très heureux. Autant que les compagnies pétrolières qui n'ont rien inventé d'extraordinaire pour faire des profits aussi énormes. C'est juste que c'est l'effet de la guerre, c'est l'opportunité qui a fait qu'ils ont engrangé plus d'argent. Mais l'État français a fait la même chose. Exactement, je suis d'accord avec vous, Charles-Emmanuel, il n'y a pas de souci. On en arrête là. On se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. À tout de suite.
Alors, deuxième sujet, mais j'en profite pour accueillir le retardataire. Philippe Chevrier a eu des problèmes de parking et il nous rejoint pour le deuxième sujet. Et j'avais oublié, alors là, je me suis fait engueuler, hein, les bouquins de deux de nos invités, puisqu'ils écrivent en plus d'intervenir. Olivier Piacentini, dans un livre qui s'appelle La chute finale, et qui parle des malheurs de la mondialisation et des problématiques que ça entraîne pour l'Occident. C'est la suite d'autres livres qu'il avait écrits. Et puis, Charles de Bourbon-Parme a coécrit avec Olivier Lecomte un manifeste pour la France. Et ça parle d'amour, de justice et de vérité. Voilà, il est ambitieux, Charles de Bourbon-Parme, mais on le connaît pour ça aussi. Voilà, merci Charles, merci Olivier. Alors, le deuxième sujet, c'est l'alliance possible entre, au minimum, la NUPES et le Rassemblement national, et peut-être l'ajout de LR, pour faire tomber le gouvernement. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les heures ou dans les jours qui viennent, l'article 49.3 va être utilisé, qui est un privilège du gouvernement, pour faire passer le budget de la France. S'il n'y a pas de censure, le budget passe. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y aurait cette alliance de ces trois partis nécessaires pour renverser le gouvernement, éventuellement provoquer des élections? Olivier Piacentini. Mais déjà, si vous voulez, la question me paraît un petit peu biaisée parce que vous parlez d'une alliance. Oui. Mais est-ce qu'on doit parler d'alliance dans ce cas-là? Il y a un budget qui est présenté. Il y a des partis d'opposition. Oui. Il se trouve que le gouvernement n'a qu'une majorité très relative et encore. Bien. Chaque parti examine le budget, fait le point, constate qu'il n'est pas d'accord. Eh bien, il vote contre. Est-ce qu'il y a forcément une alliance, etc. Alors vous allez me dire qu'effectivement, il y a des intentions politiques, avec peut-être une stratégie politique qu'on voit au-delà de ça. Mais la réalité, c'est que probablement que le RN n'est pas d'accord avec le budget présenté par le gouvernement. Et il le dit très largement, et il l'explique pourquoi. La NUPES, très probablement également, pour d'autres raisons, mais le fait est qu'ils ne sont pas d'accord. Les Républicains, certainement qu'une partie d'entre eux, malgré tout, ne sont pas d'accord non plus. Alors pourquoi faudrait-il porter à bout de bras ce gouvernement qui est, depuis le début, mal élu, un président... Il lui manque plus de 50 voix pour avoir une majorité, déjà. Bah oui, mais je vais vous dire, s'il lui manque 50 voix pour avoir une majorité, ce n'est pas pour rien. C'est parce que le président a été élu par défaut, ça fait maintenant 2 fois que nous avons ce président élu par défaut. Ce président qui est élu par défaut ne cesse de tourner en bourrique les Français depuis des années et des années, comme il l'a fait avec les Gilets jaunes, comme il le fait en toute occasion, à faire avaler au peuple des choses qu'il ne veut pas, et ils le font sciemment et de façon très claire. Donc le peuple, ce coup-ci, a refusé de continuer à donner un chèque en blanc à M. Macron et donc lui a collé une opposition qui est finalement majoritaire. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné, à trop jouer... Oui, mais opposition qui ne ne s'entend pas, qui est avec des polarités très différentes quand même. Oui, mais est-ce qu'il faut forcément s'entendre pour voter contre? Vous votez contre parce que vous êtes contre, ça ne veut pas dire que vous êtes pour la NUPES. Alors, on va donner la parole à Philippe qui vient d'arriver. Effectivement, ils vont tous voter contre. Ça, on le savait. La question n'est pas ça, elle est pas là. C'est après, derrière, il va y avoir le 49.3, puisque si tout le monde vote contre, évidemment, le gouvernement va vouloir faire passer son budget, parce que sans budget, la France ne peut pas fonctionner. Donc ils vont essayer de passer le 49.3. Enfin, ils vont faire passer le 49.3 sans aucun problème. Et derrière, la question, c'est les motions de censure. Donc chaque parti va déposer une motion de censure. La question est de savoir si les autres vont signer les motions de censure des premiers. Voilà la question. Et comment et pourquoi et quel est leur intérêt? Voilà. C'est l'alliance dont je parlais. Et pour faire quoi? Attendez. Oui, et pour faire quoi? Bien entendu. Bien entendu. Et ça va être d'ailleurs l'argument de la majorité qui va dire pour faire quoi? Bon. Mais quel est l'intérêt du RN de signer la motion de censure de la NUPES, par exemple? Voilà, un cas d'école. Je le sens pas. Je le sens pas électoralement parlant. C'est pas quelque chose qui sera bien perçu par l'électorat du RN. C'est-à-dire que vous ne pensez pas que l'électorat du RN peut dire finalement tous les moyens sont bons pour faire sauter ce gouvernement et s'allier à la NUPES
Peut-être que ça nous déplaît sur le marché, mais à Paris, c'est pas mal. Une partie, sans doute. Ouais. Vous savez bien qu'en politique, c'est la frange qui compte. Hein. Donc, je pense qu'il y aura quand même une partie qui appréciera pas. Par contre, dans l'autre sens, est-ce que la NUPES va signer la motion de censure du RN? Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est quelque chose qui peut arriver pour, justement, mettre un peu le RN au pied du mur face à ces, à ces mains tendues vers le social, vers la gauche, etc. en permanence. C'est une manière de lui dire, bah tiens, voilà, nous, on va signer ta motion de censure. La clé, ce sera bien sûr les Républicains. Je ne pense pas qu'il y en a un qui va signer ce type de motion de censure. Donc je pense que même si ces deux-là se réunissent sur l'un ou sur l'autre des motions de censure, ça ne passera pas. Ce ne sera pas suffisant pour renverser le gouvernement. Il n'y a pas ça. Je veux dire, il n'y aura pas, malheureusement d'ailleurs, je pense. Et de toute façon, est-ce qu'ils ont quelque chose à y gagner ? Peut-être quelques députés de plus, la RN et la NUPES, mais ils renverseront pas la table de toute façon, et ça n'avancera à rien cette fois-ci en tout cas, même si on sent bien que sur le terrain il y en a marre, quoi. Que les gens sont prêts à renverser la table. Jacques Georges, est-ce que vous pensez que si l'analyse de Philippe est juste, est-ce que ça veut dire que c'est la parole à la rue? C'est la seule solution pour changer de gouvernement? La parole à la rue, moi c'est ma question, la seule question pour moi qui m'intéresse, c'est savoir pour faire quoi. Enfin, sur tous les sujets, on peut les lister, les 4 ou 5 sujets qui sont vitaux, la RN et la NUPES sont diamétralement opposés. Il y a aucune, c'est une alliance négative, c'est purement la coalition des contraires. Et je pense que dans ces conditions, il faut quand même que le budget soit voté et que la France ait une politique, c'est tout. Voilà. Tant qu'il n'y aura pas d'un consensus pour faire autre chose que ce que le gouvernement veut faire, eh bien, il vaut mieux simplement marcher, peut-être sous la contrainte, peut-être sans enthousiasme, mais marcher quand même dans une seule voie et avoir une politique et un budget. Charles de Bourbon-Parme, vous faites partie des résignés comme Jacques Georges? C'est pas mon genre. Moi, ce que j'ai envie de dire, toutes ces salades politiciennes me font du mal, parce que ce que j'aimerais, c'est que chacun vote en son âme et conscience ce qui serait le mieux pour la France. Hein? Aujourd'hui, les politiciens sont tous en train de faire des accords pour ceci, pour cela, pour garder des voix, pour être les plus nombreux, pour pouvoir exister. Mais jamais la France est mise en avant. Le bien commun est mis en avant. Tout ça est mis en second plan. Et toutes ces salades politiciennes sont pour moi cette espèce de gangrène qui ronge la France depuis maintenant des décennies. Et je trouve ça dommage. Alors, est-ce que je suis pour les uns, pour les autres, etc. Non, moi je suis pour le bien commun, je suis pour la France. Et j'aimerais que les choses avancent le mieux possible pour que les Français soient les plus heureux possibles dans ce très beau pays qui est le nôtre. Voilà. Oui, sauf qu'il y a eu le produit d'une élection, hein, qui donne une majorité relative à ceux qui nous gouvernent, des oppositions très polarisées, et tout le monde l'a dit autour de ça, et qu'en réalité, à l'intérieur des partis politiques, il n'y a pas de liberté de vote. Quelqu'un qui sort la tête du rang en disant finalement, et on pourrait peut-être même trouver des gens dans la NUPES ou au RN qui pourraient voter le budget. En fait, en disant ça, aucune des solutions ne me convient finalement. C'est que le budget de la France, tel qu'il a été présenté là, ça ne me convient pas. Et je pense que la dissolution et de devoir recommencer les élections, ce serait un gros gâchis aussi. Donc, j'ai pas la solution. La seule chose, c'est que aucune des deux ne me convient. Excusez-moi, mais je voudrais réagir en particulier à ce que vient de dire Jacques. Excusez-moi, cher Jacques, mais pour aujourd'hui, nous sommes rarement d'accord. Vous dites qu'il faut quand même qu'on vote le budget et qu'on continue à avancer. Mais qu'on continue à avancer pour faire quoi? C'est-à-dire que ce gouvernement, depuis maintenant 5 ans et demi que Macron est là, nous avons une série de conflits sociaux et de problèmes sociaux comme on n'en a jamais vu en France, bien que nous soyons les champions du monde de la catégorie. Mais alors là, on bat tous les records. Il faut continuer quoi? Il faut continuer donc une politique de sanctions vis-à-vis de la Russie qui ne nous entraîne que des problèmes. Il faut continuer à mener une politique sociétale totalement farfelue et je dirais presque expérimentale. Est-ce qu'il faut continuer les déficits publics fous? Est-ce qu'il faut continuer à faire progresser la dépense publique? 62% de dépenses publiques, soi-disant Macron le libère.
libéral, on atteint le niveau de la Hongrie dans les années 60. Donc, s'il faut que tout le monde vienne au secours du gouvernement, et en particulier maintenant les oppositions, tellement ce gouvernement est discrédité, ce serait donc aux oppositions de venir lui tendre la main encore une fois, c'est-à-dire de le sauver encore une fois, en dépit de toutes ces turpitudes et tout ce qu'il nous a fait. Je parle aux Français. Ben, moi, honnêtement, je préfère vraiment qu'il y ait une grosse crise et qu'on sorte de ce système-là, parce que le système Qu'est-ce que ça veut Macron, dire grosse crise, Olivier Piacentini? quitte à ce qu'il n'y ait plus de gouvernement, quitte à ce qu'on soit obligé de revoter, voire même de provoquer... C'est ce qu'a dit le président de la République. Oui. Il a dit censure, dissolution. Qui a intérêt finalement dans les partis politiques à l'Assemblée nationale? Les partis politiques, je ne sais pas, mais moi je vous dis que la France a intérêt de changer de majorité. Donc ça, c'est la transversale Charles de Bourbon. Changer de politique, parce que pour rejoindre ce qu'a dit Charles-Emmanuel, moi je me base plus sur les intérêts de tel ou tel parti, je me base sur les intérêts de la France. Et je n'ai jamais vu la France dans cet état depuis 5 ans et demi qu'il y a Macron, et ce n'est pas faute de l'avoir dit, parce que depuis le début, j'ai toujours dit qu'avec Macron, nous aurions le pire. Eh bien, nous l'avons. Nous avons un pays où nous avons des pénuries maintenant d'énergie et nous ne tarderons pas à avoir des pénuries d'autres produits. Nous sommes un pays avec une monnaie qui est complètement discréditée. Macron n'est pas le seul responsable, mais il a grandement contribué. Il est en train de ruiner la France. On laisse la parole à Philippe et à Jacques. Et il faudrait que nous allions le soutenir encore une fois. Je suis 100% d'accord avec ce que Olivier vient de dire. 100%. Il y a un petit problème. Ouais. C'est qu'en cas d'élection, il y a d'accord sur rien. Et il n'y aura pas de consensus pour une autre politique. Voilà, c'est tout. Donc c'est une impasse. De toute façon, on a le choix entre plusieurs mauvaises solutions. Je vais rebondir. Et une impasse devant nous, de toute façon, quel que soit le cas de figure. Moi, je comprends votre souci. Et je dis qu'avant de rechercher la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a un préalable. Pour nous, il y a un préalable. Le seul qui puisse avoir une chance de gagner l'élection suivante. Et c'est quoi? C'est l'union des droites. Il n'y a pas d'autre solution. Vous ne pouvez pas gagner, le RN ne peut pas gagner, Zemmour ne peut pas gagner, le RN non plus. Donc, il faut que les trois se mettent ensemble sur une plateforme, sur laquelle elle a démontré qu'elle n'avait pas d'adhésion populaire. C'est la si, elle a une adhésion populaire, mais elle n'a pas d'adhésion de Marine Le Pen. C'est pas tout à fait la même chose. Mais excusez-moi, mais pour rejoindre ce que vient de dire Monsieur Chevrier, là je suis d'accord avec lui, c'est l'union des droites qui doit nous sauver. Oui. Et c'est peut-être une crise grave, comme nous risquons de l'avoir, qui va pousser les Républicains à aller du bon côté. Parce que les Républicains sont toujours entre deux eaux, parce qu'ils se disent, oui, le gouvernement quand même, bon, ils ont été élus. Mais le jour où ils vont s'apercevoir que de s'allier avec ce gouvernement qui nous amène de catastrophe en catastrophe, va les entraîner eux-mêmes dans la chute, peut-être qu'ils vont se dire, peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de franchir le pas et de se mettre avec nos vrais partenaires. Mais pardon, j'ai l'impression qu'on refait le débat qu'on a fait des dizaines de fois ici à l'occasion des présidentielles, qui était effectivement cette union des droites pour créer une majorité alternative, mais les présidentielles et les législatives ont montré qu'il n'y avait pas véritablement d'adhésion populaire. Franck, 6 mois après, il n'y a pas d'adhésion populaire parce que, le subterfuge de toutes ces dernières élections, c'est que Macron a réussi à se faire passer pour un président de droite et a capté une partie de l'électorat de droite. Eh bien, moi je suis convaincu que de plus en plus, une partie de cet électorat de droite qui a été, je dirais pas séduit, mais qui a pris Macron comme un pis-aller, va commencer à se rendre compte que ce n'est pas... Macron, il est de gauche. De gauche. Alors moi je vais vous dire très clairement, un président de droite, normalement c'est un président qui maintient l'autorité dans le pays. Il y a de l'autorité dans ce pays? Zéro. C'est un président qui lutte contre la fiscalité et la dépense publique. On bat tous les records. C'est un président si on lit le programme du RN, c'est pas vraiment un programme de droite à cette aune-là. Excusez-moi, sur l'autorité de l'État, sur la politique migratoire déjà, et quant à la politique économique, on la caricature beaucoup. Moi, j'ai fait des conférences auprès du RN sur l'économie. Je peux vous dire qu'effectivement, il y a un volet social. J'ai pas dit le contraire, mais de là à dire que c'est un programme de gauche, je ne suis pas d'accord. Jacques Georges, je ne suis pas d'accord. Ça me rappelle un débat qu'il y a eu avec Alain de Benoît tout récemment, que j'ai entendu sur je ne sais plus quelle chaîne, qui disait qu'il n'y avait plus de gauche et de droite, mais il y avait le haut et le bas. Alors ça, je crois que c'est une partie de la vérité. Et je pense que Macron, alors lui, c'est très clairement, caricaturalement le haut contre le bas. C'est les élites mondialisées contre le peuple. Ça, c'est clair.
Sur la sécurité, sur l'immigration, il y a une adhésion populaire évidente, évidente. Et entre ces trois, les gens de gauche commencent à rejoindre les thématiques même du Rassemblement national. Il y a une adhésion populaire même, très vous forte. Écoutez parler Julien Drey aujourd'hui, vous posez la question. Même lui commence à se poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait cette union des droites? Parce que où se situe le problème? Parce que vous avez quand même un peu raison. Il y a un peu de gauche quand même dans le programme du RN, à savoir l'histoire des retraites. L'histoire des retraites. Donc il faut que sur l'histoire des retraites, les choses soient mises sur la table entre Zemmour, le RN et les LR, et qu'ils aient une position commune sur cette histoire des retraites. Après, c'est fini. Tout est bon. Tout est bon. La question des retraites ne va pas marquer tout le Front National et sa politique à gauche. Ça ne suffit pas. Notre temps s'écoule et c'est Charles de Bourbon-Parme qui va avoir le mot de conclusion pour la deuxième fois. J'aimerais prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à ça. C'est peut-être mon côté Bourbon qui me prend dessus. Mais si la France était une entreprise, avec les dettes qu'elle a, les problèmes qu'elle a, mais il n'y a personne qui voudrait reprendre une telle entreprise, même pour un euro symbolique. Et ce qui me fascine, c'est qu'il y ait autant de monde qui a envie de devenir président de ce pays. Il y a franchement, le fauteuil doit rapporter quelque chose à quelqu'un, parce que mais c'est pas aux Français en tous les cas. Un dirigeant d'entreprise en faillite, il a des responsabilités derrière. Alors que le président, aucune. Il va pouvoir nous mettre en faillite. Pardon, c'est peut-être tout ce qu'on dit sur les grandes banques. Too big to fail. La France est trop grosse pour faire faillite. L'union des droites, ça serait fantastique, mais il faudrait une certaine légitimité pour que chacun suive quelque chose qu'ils aient en commun. Mais comme ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, mais la France est de droite. Mais ça fait des années qu'on vote à gauche, et je ne pense pas que ça va changer tout de suite. Allez, notre temps est imparti et je sentais que vous alliez remettre une pièce dans le nourrin et je voyais Philippe qui repartait. Et ça n'aurait pas été bon parce qu'on a le troisième sujet. À tout de suite. Nous sommes à 2 ans de l'assassinat de Samuel Paty, décapité en pleine rue. On voit bien que la laïcité en France, ça reste un problème et qu'il y a peu de solutions qui sont amenées. Je voulais justement faire voir avec vous si vous aviez des solutions pour améliorer les choses. Et le premier à intervenir, c'est Charles de Bourbon-Parme. Charles. Alors, merci. Vaste sujet, il y aurait tant à dire. Je pense que c'est loin d'être un fait divers ce qui est arrivé à ce professeur. On nous a fait passer ça un petit peu comme un fait exceptionnel. C'est loin d'être quelque chose d'exceptionnel et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, certains parents d'élèves ou voire des élèves menacent leurs professeurs en leur disant « Faites attention, souvenez-vous de ce qui s'est passé avec M. Samuel Paty ». Vous faites allusion à quelque chose qui s'est passé en région parisienne il y a quelques jours seulement. Hein. Oui, alors je pense qu'à travers ça, ça va être assez... la France est menacée de l'intérieur. Parce qu'on s'attaque à une des choses régaliennes de la France, c'est-à-dire l'instruction, le savoir, etc. Et à travers la laïcité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, au nom de la laïcité, on est en train de laminer certains faits historiques de la France. Il y a certaines parties de l'histoire de France qui sont effacées pour ne pas offenser qui que ce soit. Et je prendrais... Enfin, j'ai eu la chance de faire des études dans un pays hors de la France, à une époque où dans ce pays, on demandait aux élèves s'ils voulaient choisir l'espagnol ou le français pour recevoir leur éducation. C'était les États-Unis, en Floride, où il y a énormément de Cubains, de Dominicains, etc. Et on m'a posé la question. Et j'ai dit, mais loin de moi l'idée de penser que les professeurs doivent s'adapter à moi. C'est à moi, l'élève, de m'adapter à l'éducation que l'on me donne. Et je ne comprends pas qu'en France, on change... Jacques Martel ne fait plus partie de nos livres d'histoire, parce que ça risque d'offenser certaines personnes. Je n'ai rien sur le fait que certaines personnes choisissent de venir en France pour pouvoir vivre en France dans un monde meilleur, entre guillemets.
Mais il va falloir quand même leur expliquer que quand on vit en France, on se plie à ce qu'est la France. On apprend l'histoire de la France. On va avec les coutumes de la France. Au nom de la laïcité, aujourd'hui, les mairies ne doivent plus avoir de crèche. Je ne comprends pas. Et là, vous ne parlez pas de la crèche pour garder les enfants, hein? Non, je parle de la crèche, des rois mages. Alors on pourrait parler des rois mages. Du petit Jésus qui arrive le 25. Jésus, parce que les rois mages, il y a arabes, noirs, etc. C'est un hommage à ces gens-là, finalement. Eh bien non, il faut balayer tout ça. Et je pense qu'on arrive dans un moment extrêmement dangereux où nos politiciens, sous une forme de... il faut dire le mot, une forme de lâcheté, ont voulu faire passer tout ça un petit peu sous le tapis. Et aujourd'hui, au lieu d'être fiers de ce que nous sommes, eh bien non, nous devons courber et puis éliminer certains pans de notre histoire pour n'offenser personne. Mais moi je dis que la France, tout le monde peut venir, je suis ravi que la France accueille. Mais il ne faut pas venir avec ses lois et ses manières de faire. On va faire le tour de table après ce très bon lancement. Merci. Jacques-Georges. Je veux dire 2 mots sur la laïcité. La laïcité à la française, en théorie, c'est une belle chose, puisque c'est une espèce de neutralité bienveillante qui marche très bien, qui a très bien marché avec le christianisme, parce qu'il fallait rendre à César ce qui était à César. Ça a marché également avec les Juifs, parce que Napoléon a pris le problème à temps. Et ça marche plus du tout avec l'islam, parce que l'islam, c'est pas une religion, c'est une civilisation et un style de vie quotidien. Et puis surtout le nombre. Maintenant, ça ne marche pas, ça ne marche plus et ça ne marchera jamais. Vous pensez... Alors, je trouve intéressant ce point de vue parce que je me souviens de ce que je vois en Angleterre. Et en Angleterre, et ce que j'ai entendu surtout très récemment, en Angleterre, quand on se promène dans les rues, on voit des policemen avec des signes extérieurs de richesse, des sikhs avec des turbans, des femmes qui portent un voile. On voit la même chose dans l'enseignement. Et il semblerait que ça fonctionne. Et j'ai appris récemment que dans les écoles, on expliquait toutes les fêtes religieuses. De l'Aïd à Noël, bien sûr, à Kippour. Et que finalement, c'était un fait qui était partagé, qui était une manière d'intégrer. Est-ce que... Et en Angleterre, il n'y a pas de problème lié à l'islam, ça n'existe pas. Il faut dire qu'en Angleterre, toutes les écoles, il y a des uniformes. Et que tous les élèves sont tous en uniforme, donc il n'y a pas le problème de certains sont habillés comme ci, d'autres comme ça, d'autres essayent de provoquer... de richesse. Voilà. Il paraît de signes extérieurs de religion. On a compris. La régie. L'Angleterre aussi, j'ai fait quelques études et je dois dire franchement, l'Angleterre, c'est un pays multiraciste. Multiraciste. Oui, comme tout ce qui est multi-ethnique, c'est multiraciste, Ben évidemment, oui, exactement. bien sûr. Charles, on vous a interrompu, pardon. Oui, une des solutions dans les écoles pour ne pas avoir le problème de qui est quoi, etc., c'est de remettre les uniformes. Tout le monde sera pareil, il n'y aura pas de problème de ceux qui ont les jeans qui valent 300 € contre ceux qui ont les baskets qui valent rien. J'y connais rien d'ailleurs, moi les marques c'est quelque chose qui me fascine. Mais c'est une façon d'éliminer ce problème. Et peut-être que si tous les élèves étaient habillés pareil, on solutionnerait une partie du problème Samuel Paty. Oui, Olivier Piacentini, puis après on va parler un petit peu de ce qui se passe avec le camis et la baya, où on voit des signes de religion arriver alors que tout le monde est en jean. Mais je vais vous Olivier. dire, pourquoi la laïcité a fonctionné avec le christianisme? Eh bien parce que dans le christianisme, Jésus a dit il faut rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, mon royaume n'est pas ce monde. Voilà. La religion chrétienne est d'essence séparatiste entre la chose. Pourquoi l'Angleterre pratique comme ça? Parce qu'aujourd'hui, on considère que la religion, c'est un fait presque marginal. Or, les religions sont les éléments fondateurs d'une civilisation. C'est ce que je dis d'ailleurs dans mon dernier livre, La chute finale. J'explique durant tout le premier chapitre que ce sont les religions qui donnent l'esprit et la matrice d'une civilisation. Or, notre civilisation, elle a été fondée sur le christianisme, qui nous rend libres et responsables. C'est ça qui fait la différence de l'Occident par rapport à d'autres religions où on inculque une forme de communautarisme, une très forte solidarité de groupe autour de quelqu'un qui donne une direction, et l'islam est typique de cela.
Donc, on a beau... Vous partagez le pessimisme Bien sûr, de mais bien Jacques. sûr. Hein. Enfin, le pessimisme, moi je partage un constat. J'espère qu'on va renverser la table. Je ne suis pas pessimiste parce que je sais qu'on va y arriver. Mais la réalité, c'est que le jour où il n'y a plus que des musulmans en France, ben, nous allons devenir un pays musulman comme les autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir, je dirais l'Aïd à la place de Noël et puis tout le reste va bien se passer. Non, vous allez avoir tout un ensemble de comportements, de mœurs, de fonctionnements qui vont évoluer parce que même si nous ne sommes plus chrétiens dans le sens qu'on ne va plus forcément à la messe, ben, nous sommes chrétiens dans notre ADN, dans nos réflexes et dans nos mœurs. Et donc, vouloir changer de religion et de dire ou d'accepter tout et n'importe quoi et de faire ce grand maelstrom à l'anglaise, ça va nous amener à l'accélération de la décadence de notre civilisation. Philippe Chevalier, juste Philippe n'est pas intervenu, Charles. Pardon, Philippe. Moi, je crois que au début de tout, c'est qu'il y a une erreur de constat, une erreur du gouvernement sur l'importance de la chose. C'est-à-dire qu'il pense, comme vous le disiez, que tout ça, c'était des faits divers. Que, voilà, un fait divers suit un autre, etc., etc. Ils ne comprennent pas que derrière tout ça, il y a une volonté de conquête. Conquête territoriale, conquête de civilisation, etc. Et de la politique derrière. Ouais. L'utilisation d'une religion pour faire de la politique, ce qui est d'ailleurs parfaitement interdit par la loi de 1905, très clairement. Donc, et c'est ce constat qui n'est pas fait. Pourquoi ce constat n'est pas fait? Par peur de l'amalgame. Par peur que dans les cités, il y ait le feu, etc. Et c'est ça qui est un problème, c'est que tant qu'ils ne verront pas clairement de quoi il s'agit, on ne prendra pas les bonnes décisions. Votre question, c'était est-ce qu'on va dans le bon sens? Oui. On ne va pas dans le bon sens, on ne va pas dans le bon sens. On laisse les professeurs se débrouiller avec les élèves et les parents d'élèves. Au risque quand même de se faire quand même égorger, quoi, quelque part. Hein? Mais est-ce que Samuel Paty n'a pas été le son d'une cloche qui a réveillé tout le monde? Oui, au contraire. J'espère bien que ça réveillera tout le monde. Écoutez, excusez-moi, mais l'enseignant, la semaine dernière, qui a subi les pressions... Celui dont parlait Charles de Bourbon-Parme. Celui dont parlait Charles de Bourbon-Parme a dit qu'il n'a été soutenu par personne. Voilà. Et surtout pas par la direction. Parce qu'encore une fois... pourtant, il a porté plainte. Voilà. Et pourtant, l'oncle est en prison, ou en tout cas... Mais au lieu que ça révèle les consciences, au contraire, ce fait divers, entre guillemets, enfin cet événement, fait peur aux gens. Donc, au lieu d'avoir la réaction attendue, on a en retour la peur. Quand Philippe parle... Pardon, Olivier, finissez et Charles. J'en ai pour une minute. Et Jacques après. Quand Philippe dit ils n'ont pas fait le constat d'une volonté de conquête de l'islam, je suis d'accord qu'à moitié. La volonté de conquête de l'islam, elle est là, elle est exprimée ouvertement par un monsieur comme Erdogan, qui le dit. Donc comment peuvent-ils ne pas faire le constat? Ils ne veulent pas le faire, parce qu'en réalité, ils sont dans cette idéologie mondialiste où on veut faire de nos pays des territoires avec des peuples fracturés, où il n'y a plus d'esprit de fraternité nationale pour casser les nations. Donc, s'ils ne le font pas... On laisse la parole à Charles de Bourbon-Parme. Je vais redescendre un tout petit peu, vous dites pour faire peur aux gens. Mais moi, aujourd'hui, je n'aimerais pas être un professeur. Vous vous rendez compte que si vous faites des cours et que vous dites quelque chose qui ne convient pas aux élèves, ils vont aller le répéter à leurs parents ou à quoi que ce soit. Et alors, quand vous rentrez chez vous, comment? Vous regardez ce qui se passe derrière votre épaule. Quand vous sortez de chez vous, parce qu'on a très facile de savoir où habite le professeur, où sa femme, ses enfants, etc., etc. Vous vous rendez compte que la vie, tout ça, parce que ce pauvre Samuel Paty, on lui a coupé la tête. L'assassin, évidemment, pour faire un geste pareil, il est considéré comme fou, hein, il n'y a pas besoin d'être psychologue pour dire qu'il est fou. Il se trouve qu'il a été tué par la police. Hein. Oui, mais bon, sinon on aurait dit qu'il était fou, hein, on l'aurait mis dans un... Mais aujourd'hui, je pense que la vie des professeurs doit être un enfer. Ça doit être un enfer. Et tant que l'État n'aura pas pris... protéger ces gens-là, prendre les décisions fortes et nécessaires pour que ça ne se reproduise pas. Il faut peut-être faire des exemples, pour pas que ces choses-là se reproduisent, punir très fort tout de suite pour éviter que ça se reproduise. Mais alors, je le répète une troisième fois, aujourd'hui, je n'aimerais pas être un professeur. Moi, je voudrais juste te dire deux mots, là. Est-ce que ça va aller mieux? J'ai entendu dire, je ne suis pas très au courant, mais j'ai entendu dire qu'il y a un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Pape Ndiaye. Je vous avais confirmé, apparemment, c'est pas une erreur, c'est pas une blague, c'est vrai. Oui. Et c'est un militant. Et on m'a dit que c'était un militant woke.
Ça vaudrait le coup de développer un petit peu ce que ça veut dire, un militant woke. Il semblerait que ce soit plus nuancé que ça. Oui, d'accord. D'accord. Je veux bien tout ce qu'on veut, mais enfin, malgré tout, il a été connu et choisi à ce titre. Bon, rien que ça, à mon avis, ça clôt le débat. C'est pas la peine de discuter très très longtemps. Ça va pas aller mieux. Non, ça ne peut pas aller mieux. Il nous faut toute une autre émission pour parler de ça. Ok. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Il y en a un qui peut prendre la parole pour remettre le dernier clou. Olivier Piacentini, je m'en doutais. Pour reprendre sur le précédent débat, tant que nous aurons ce gouvernement, ça n'ira pas mieux. Ouais. C'est très clair. Tant que ce gouvernement sera là, ça n'ira pas mieux, parce que sa politique, c'est d'aller dans ce sens-là. Sa politique, c'est d'aller dans le sens de l'endettement de la France, de l'émiettement de la France, d'une politique qui nie la réalité de la nationalité française et de la culture française, qui a d'ailleurs été exprimée par M. Macron en plusieurs circonstances. On n'invente rien. Il l'a dit textuellement. Moi, je ne vois pas de culture française. Donc, il ne reste plus qu'aux Français de comprendre ce que vous venez de dire, oui, et de l'assimiler et de le traduire dans les urnes. De ne pas avoir peur. Allez, c'est fini. De changer, de ne pas avoir peur. C'est ça surtout. C'est fini. Oh, il nous reste. On se retrouve dans quelques secondes parce que Ignace a crayonné comme un fou, qu'il a fait des caricatures et des dessins et que je vais les voir et les débriefer devant vous. À tout de suite. Ok, allez, rebonjour. Ignace, comme prévu, a beaucoup travaillé. Alors, je vais commencer par les quelques caricatures de Jacques Georges, déjà. Oui, belle allusion, quelle connerie la grève. Oui, ça c'est... On préfère, cela dit, la grève à la guerre. Allez, Charles de Bourbon-Parme, qui a un côté enfantin et qui nous dit « Si mes ancêtres royaux avaient été à la CGT, on aurait connu la Révolution bien avant 89, n'est-ce pas ?» Allez, Philippe Chevrier, le retardataire, veut l'union des droites et il aimerait bien que tout le monde s'embrasse. Folleville, un bisou, un bisou, un bisou. Vous verrez ça au-dessus de moi. Et Olivier Piacentini. Alors, Olivier, je vous donne les coulisses, qui craignait la caricature, parce qu'il se fait engueuler. Olivier Piacentini, n'ayons pas peur de virer Macron, c'est ça, oui. Ok, alors il n'est pas... Olivier, vous le constaterez, n'est pas terminé. Il est, dirais-je, déconstruit et il n'est pas fini. Ok, alors ça, c'est les 3 ou les 4 caricatures. Je vous épargne ma tronche. Allez, Total, SNCF RATP, 50 nuances de grève, c'est excellent, ça je vous remercie, avec la tête de Martinez et sa célèbre moustache. Alors, je découvre en direct. Hier, peut-on tolérer la voile islamique à l'école? Demain, on ne peut plus tolérer les habits occidentaux à l'école. Ouais, ça, c'est le bout du bout. Et allez, 2 Français sur 3 hostiles au 49.3. Fichtre, nous sommes encore moins populaires qu'à l'Assemblée dite de 10 de concert Elisabeth Borne et le président Macron. Ah, c'est excellent. Allez, merci beaucoup, Ignace. Certains protestent parce qu'ils n'ont pas vu ma caricature. Allez, je vais vous la montrer. C'est pas normal, hein. Ouf, c'est pas normal. Je m'épargne moi-même. Franck fait du Macron. C'est ça, je fais du Macron. Voilà, on m'aura tout fait. Et on m'aura tout dit. Ouf, j'ai eu tous mes invités. Philippe Chevrier était activé in extremis en faisant des sauts de cabri. Oui, c'est tout à fait vrai. Non seulement les images sont bonnes, mais les textes aussi sont bons. Mais oui, mais bien entendu. Moi, la mienne, elle ne me convient pas. Hein, je vous le dis clairement. Hein, il est drôle, hein. Il est drôle et c'est bien pour ça qu'on l'a. Allez, on le retrouvera dans 15 jours s'il n'y a pas de grève, parce qu'on n'est pas passé loin. Et on se retrouve tous dans 15 jours. L'actualité aura bien avancé. Merci de nous suivre et à très vite. Au revoir.